en fait, pour essayer de comprendre le concept de la résilience, on va commencer par la base. Donc, en gros, ce qui vous attend pour ces 40 petites minutes, c'est les notions de base que nous allons traiter ensemble. Nous allons parler de la définition de la résilience selon les sciences physiques et selon la psychologie. Nous allons traiter des 4 stades de la résilience, qui sont la sidération psychologique, la nouvelle organisation, le nouvel équilibre et la résilience organisationnelle. Et nous allons œuvrer sur quelques conseils et stratégies. Donc, la résilience en psychologie et versus la résilience en physique. La résilience en psychologie, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Donc, un choc traumatique, c'est un choc qui est assez grave, qui a quand même traumatisé et qui a laissé des séquelles qui ont quand même entravé la sociabilité de la personne. D'accord ? Le processus psychologique de la résilience est un processus d'adaptation et de transformation. Et la résilience vient du terme résilio, qui est de sauter en arrière. Et sur ce point-là, j'attire votre attention, car il y a une grande différence entre la définition qui est beaucoup plus donnée, plus communément donnée, qui est celle de rebondir et de résister au choc. Ça vient plutôt de la notion de physique, c'est la définition dans la physique, et c'est plus l'après-résilience, c'est le process d'après-résilience. Mais au début, c'est la capacité de surmonter les chocs, c'est l'adaptation, c'est la transformation. On n'est pas encore tout à fait dans le fait de rebondir complètement. Donc, on va plus tard élucider ça de façon un tout petit peu plus claire, surtout en évitant les fausses croyances. Par rapport au terme de résilience en physique, c'est le terme d'origine, c'est la définition d'origine, plus commencé en physique, et c'est d'un côté la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal, et c'est la caractéristique mécanique définissant la résistance au choc d'un matériau, et c'est la résilience elle-même d'un matériau et qui consiste en la reprise de sa structure initiale après une collision ou après un choc, en gardant ou pas, ou très peu, de traces de ce fameux choc. Donc, en clair, il y a eu un trauma, ce qu'on peut appeler trauma, traumatisme, choc, ou qui a amené à une adaptation ou une transformation d'un matériau ou d'un humain, entrepreneur ou autre, sachant qu'il y a une part d'entrepreneur en chacun d'entre vous. Donc, quand je dis entrepreneur, je parle à peu près de tout le monde, mais je m'adresse aux entrepreneurs d'aujourd'hui, aux entrepreneurs de demain. Tout le monde est quelque part entrepreneur. OK ? Donc, il y a eu une trace ou pas, une trace visible ou pas, ou très peu visible de ce choc, notamment dans l'exemple de la pandémie du Covid-19, où on observe réellement que ça a changé beaucoup de personnes, qu'il y a eu des phases où les humains ont dû s'adapter différemment. On va maintenant s'intéresser aux 4 stades de la résilience. Le stade 1, c'est la sidération psychologique. La sidération, c'est un terme qui est revenu souvent, notamment dans les cas de traumatisme très, très graves, dans le cas d'agression physique très violente, ou dans le cas de viol, ou dans le cas de catastrophes naturelles. Et après, ça a été plus, entre guillemets, démocratisé vers toutes les formes de détresse intense. À partir du moment où on a une détresse intense, un stress post-traumatique, on peut parler de cette phase 1, de ce stade 1, qui est la sidération psychologique. En gros, dans cette phase de sidération psychologique, on a du mal à comprendre ce qui nous arrive. On n'est pas encore tout à fait dans la résilience. C'est vraiment les prémices au tout début. On observe ce choc, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on essaie de comprendre. La sidération psychologique, souvent,
fait partie des mécanismes de défense qui permettent d'atténuer cette arrivée de ce choc, d'atténuer l'intensité de cette détresse. Donc, je nomme à titre d'exemple le traumatisme de la pandémie Covid-19 avec les confinements, les reconfinements en fonction des pays, en fonction de la situation par rapport à la scolarité, par rapport aux entreprises, qui a pu travailler, qui n'a pas pu travailler, quels sont les entrepreneurs qui ont pu mettre des choses en place, quels sont ceux qui ont juste accueilli dans l'urgence cette pandémie qui n'était presque prévisible par personne. Donc, le traumatisme des confinements. Dans le traumatisme des confinements, il y a une autre notion qui peut aussi nous interpeller à ce stade-là, qui est la mémoire traumatique, donc la mémoire des survivants. En fait, à partir du moment où il y a eu un premier confinement, beaucoup de personnes, entrepreneurs ou pas, beaucoup de personnes ont vécu dans ce risque de réactivation de ce stress, ont vécu dans cette mémoire, la mémoire de ce qui ne s'est pas très bien passé pour eux, et de se dire, bon, la première fois, peut-être j'ai pu le dépasser, mais comment je vais faire si ça se répercute, si ça se renouvelle? Et donc, cela montre aussi que beaucoup de personnes n'ont pas forcément tiré très vite les leçons ni des plans d'action des premiers confinements et des premières épreuves. Donc finalement, pour revenir au concept de résilience, le concept de résilience peut être activé très très vite. Et l'idéal, c'est quand il est activé très très vite. Et l'idéal, c'est quand il y a préparation à cette réactivation par des circuits neuronaux, et nous en parlerons plus tard. Le stade 2 est la nouvelle organisation. Ce qui est certain, c'est que s'il y a eu choc, s'il y a eu traumatisme, c'est qu'on ne peut pas en sortir indemne. C'est très difficile d'en sortir à l'identique. Et donc, il est impératif qu'il y ait une nouvelle organisation. Donc, une nouvelle organisation nécessite de revoir les priorités, nécessite de se dire qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que je peux voir autrement, qu'est-ce que je peux faire autrement. Donc, c'est la réorganisation de soi qui est focalisée sur soi-même, et c'est aussi l'organisation de ses propres priorités, des priorités des équipes qu'on gère, etc. Alors, est-ce que... Oui. Donc, depuis le stade 2, donc cette fameuse nouvelle organisation, bon, depuis tout à l'heure, il y a une image qui illustre une mer calme, une mer de sable fin. C'est une mer splendide qui se trouve en Tunisie, et plus précisément dans la ville de Mahdia que j'affectionne particulièrement. L'image n'est pas là par hasard. L'image est là pour expliquer que finalement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et que si on ne se prépare pas à ce qu'il y ait des chocs, des traumatismes, des changements traumatisants, il est fort probable qu'on ait du mal à y répondre, à y faire face. Et donc, en fait, comment réajuster ses voies, comment réajuster sa façon de nager, sa façon de se protéger, son radar à personne, son radar de prévention des risques. Et donc sur cette image-là, on a une baie à côté de gros cailloux pour protéger le littoral. Et bien évidemment, lorsqu'on nage ici aussi, on ne nage pas de la même façon. Donc, on se réorganise et on s'adapte constamment. Donc, cette notion d'agilité et d'adaptation, toujours au cœur de la résilience. Je vais vous diffuser une toute petite vidéo qui est une bande-annonce du film L'intelligence des arbres, pour vous dire que le parallélisme peut être fait avec les mers calmes, les mers qui se déchaînent, et les mers qui peuvent devenir dangereuses et compliquées, et dans lesquelles où c'est compliqué de vrai. Et d'un autre côté, on peut aussi s'inspirer de la résilience des arbres, parce que maintenant, il y a aussi la résilience des arbres.
Et scientifiquement, ça a beaucoup avancé au niveau de l'étude de la vie des arbres, de la communication des arbres, des émotions des arbres. Donc, quand on se dit que les arbres arrivent finalement à développer cette résilience, on se dit que l'humain, il a toutes ses chances d'y arriver aussi. Donc, je vais vous diffuser très vite la vidéo. Madame Fatma, il n'y a pas de son sur la vidéo que vous êtes en train de diffuser. Il n'y a pas du tout de son sur la vidéo parce que moi, je l'entends bien en fait. Vous ne l'avez pas, c'est ça? Donc, essayez de nouveau. Je vais expliquer très très vite quel était le message dans cette petite vidéo de 2 minutes, d'accord? Je vais la diffuser et l'expliquer en même temps, vu que Rabil, vous me dites qu'il n'y a pas de son. Merci beaucoup pour l'information. On va reprendre très vite. Pas de souci. Donc, on parle de la sociabilité et de la socialisation des arbres. Les arbres communiquent entre elles, les arbres communiquent entre eux, les arbres ont des familles qui communiquent entre elles aussi. Les arbres ont une intelligence et ont des émotions. Donc, le réseau souterrain, c'est les racines qui communiquent entre elles. Et d'ailleurs, pour pouvoir développer cette résilience, il faut absolument que les racines soient bien ancrées dans le sol et qu'elles communiquent parfaitement les unes avec les autres. Donc les arbres font preuve d'amitié, les arbres font preuve de sentiments, éprouvent des sentiments, notamment des sentiments comme la peur, qu'ils peuvent communiquer à d'autres arbres à des milliers de kilomètres. Bon, c'est en train de ralentir la connexion. Vous allez avoir le lien pour voir cette vidéo. Si vous avez bien entendu le temps, je vous invite vivement à consulter cette vidéo et même à voir le film sur l'intelligence des arbres. On va avancer au stade 3. Le stade 3, c'est ce fameux renouveau. Donc, après une nouvelle organisation, on va
réintégrer un nouvel équilibre. Ce nouvel équilibre, il est facile à atteindre grâce à certaines stratégies qu'il faut mettre en place. Donc, une des premières stratégies ici que je décortique pour vous, c'est déjà d'apprendre à communiquer avec soi-même. Communiquer avec soi-même, c'est accroître son dialogue intérieur, c'est s'écouter, c'est comprendre quelle est notre voix intérieure, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette voix intérieure, comment on peut s'écouter et écouter ce que nous vivons. Il faut favoriser l'introspection. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui comme entrepreneur? Quel est mon réseau? Quelles sont mes difficultés? Quelles sont mes défaillances? Et bien entendu, de mettre en place une action cognitive, une action qui va me permettre de gérer ma façon de recevoir les informations, de les traiter dans mon mental et de développer une attitude optimiste et positive. Donc, de rester quand même focalisé solution. Ce qui ressort beaucoup dans les stratégies de résilience, c'est cette capacité à rester focalisé solution, même dans les pires moments. Donc, un entrepreneur, en développant ce genre de stratégie, il devrait être ancré dans le principe de réalité et en même temps, il devrait garder en tête ses rêves. Où est-ce qu'il veut aller? Quels sont ses objectifs? Mais en même temps, rester lucide par rapport aux difficultés qu'il est en train de rencontrer. Donc, en petit takeaway, il faut faire son autodiagnostic en évaluant sa résilience, se dire lorsque j'ai des petits traumas, comment je réagis, combien de temps je mets pour m'en sortir, quelles sont les actions que je mets en place pour m'en sortir, est-ce que je suis entourée des bonnes personnes, et se poser toutes ces questions pour petit à petit affiner son autodiagnostic. Après, si on peut se faire aider, bien entendu, il ne faut pas hésiter à le faire. Et il faudrait développer et activer les circuits neuronaux qui récupèrent l'énergie et la concentration. Et il faudrait aussi favoriser l'existence de l'humour et des sentiments positifs. L'humour, c'est un des premiers remèdes et un des premiers facilitateurs de la résilience. Deuxième petite stratégie de résilience, c'est le reconditionnement du cerveau. Comment reconditionner son cerveau? En changeant ses mauvaises habitudes. Alors, les mauvaises habitudes, il faut d'abord les identifier. Identifier ces mauvaises habitudes, c'est se dire quelles sont les habitudes que je mets en place à chaque fois, que je répète à chaque fois et qui me portent préjudice. À quel moment dois-je les regarder en face? Et surtout, mettre au moins un tiers d'agilité, pour ne pas dire 2 tiers d'agilité et 1 tiers d'habitude. Donc, ne pas hésiter à changer ses habitudes pour les améliorer et pour se détacher de ce qui est statique, parce qu'on va aussi parler de la notion de résilience en termes dynamiques. Donc, développer la capacité à rebondir face aux difficultés, cette capacité ne peut se faire que si on a déjà pris l'habitude de changer de comportement et d'œuvrer pour y parvenir, de développer de la rapidité face au traumatisme. Donc, la rapidité de réaction face au traumatisme, c'est aussi une sorte de muscle qu'on peut développer et qu'on peut accroître et qu'on peut faire grandir. Donc, le reconditionnement du cerveau se fait en plusieurs étapes où on s'auto-analyse, où on change ses mauvaises habitudes, qu'on remplace par de meilleures habitudes, où on identifie les personnes qui sont autour de nous, quels messages sont-ils en train de nous transmettre? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est plutôt des messages qui peuvent nous porter ou pas? Donc, le stade 4, on l'a un peu plus orienté vers la résilience organisationnelle en termes d'entreprise, puisque on est en train de traiter de la résilience psychologique de l'entrepreneur. L'entrepreneur peut être un chef d'entreprise, peut être quelqu'un qui gère des équipes, et pourrait aussi être un entrepreneur en solo, en solitaire.
Il pourrait être tellement de choses à la fois. Et donc, on a l'entrepreneur qui, dans ce processus de reconstruction, qui est individuel et collectif, cette reconstruction, il peut assumer le choc d'abord. Donc d'abord, reconnaître le choc, dire oui, il y a eu traumatisme, oui, il y a eu pandémie du Covid-19, oui, il y a eu arrêt ou diminution des activités, des gains, oui, il y a eu tel événement ou tel événement. Donc déjà, affronter les événements en face et assumer le choc. Le choc, de toute façon, vous l'avez reçu. Donc autant le vivre, l'assumer pour passer à autre chose après. Prendre un tout petit peu de recul. Donc il y a déjà le choc à chaud. Après, il y a la prise de recul, un peu plus à froid, analyser la situation actuelle et le vécu. Donc, comment vous avez vécu ce choc et comment vous le vivez actuellement. Comment s'adapter, changer et faire changer. Donc, changer à une échelle individuelle. Lorsqu'il y a eu pandémie Covid-19, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Dans l'analyse de la situation, qu'est-ce qui a fait que les équipes à distance aient été très difficiles à gérer? Pourquoi les personnes, lorsqu'elles ne sont pas managées dans la proximité et physiquement parlant, elles ne suivent plus, elles ne développent plus cette culture du feedback? Comment faire face à ça? Comment y remédier? Comment réaliser que finalement, les relations professionnelles n'étaient pas des relations de qualité? C'était peut-être plus des relations de peur ou des relations juste de hiérarchie. Donc finalement, ce fonctionnement-là ne fonctionne plus, ne marche plus. Donc il faudrait que le processus de reconstruction prenne en considération ce qui a bloqué avant et qu'est-ce qui a été à l'origine de ce choc ou de cet échec-là. Donc faire face à ça, changer et faire changer, donc changer et faire changer ces équipes pour notamment atteindre des préconisations et des plans d'action pour mettre en place des plans d'amélioration collective et individuelle. Donc, on continue sur les conseils et sur les stratégies. Se focaliser à créer des relations positives et des interactions constructives. On parle de kit de survie en temps de pandémie ou de kit de survie en général pour les entrepreneurs et encore plus en temps de pandémie. La pandémie en elle-même, elle est peut-être pénible, elle est difficile à vivre pour beaucoup d'entrepreneurs, mais il faut reconnaître que c'est une opportunité pour notamment se développer, être challengé, se dire, bon ben voilà, maintenant on a fait face à une pandémie, comment on est capable d'y réagir et d'y faire face. Donc, tout le temps, tout au long de sa vie d'entrepreneur ou autre, se focaliser à créer des relations positives et des interactions constructives. Ne pas perdre son temps, ne pas perdre son énergie dans les interactions destructrices ou dans les interactions négatives qui vont plus vers ce nivellement vers le bas. Donc, devenir moins fragile, plus fort et surtout différent. Alors, parfois, on peut devenir moins fragile. Parfois, on peut arriver au stade où on devient plus fort. Mais la plupart du temps, en termes de résilience, on devient différent. Les épreuves et les traumatismes nous changent. On ne peut pas être à l'identique. Et d'habitude, ils nous changent à être meilleurs et à être mieux adaptés dans la société dans laquelle nous vivons, à mieux manager nos équipes et à nous en sortir plus dans ce monde en éternelle mutation avec des traumatismes aussi différents qu'ils soient. Donc, s'ouvrir aux nouvelles découvertes. Il y a eu plusieurs recherches qui ont montré que la plupart des personnes qui ont mieux résisté aux pandémies étaient des personnes beaucoup plus agiles, beaucoup plus ouvertes aux nouvelles découvertes, beaucoup plus ouvertes à la différence. Et ces personnes-là ont résisté beaucoup mieux parce qu'ils n'étaient pas dans un cadre rigide, ils étaient dans un cadre beaucoup plus dynamique, ouvert au changement. Donc, durant la pandémie, il y a eu cette fameuse découverte de la vie au foyer. Il y a des gens qui ne savaient même pas ce que c'était que de rester chez eux, ou la découverte du travail à distance, les deux de façon prolongée. Donc, la découverte de la vie au foyer et la découverte du travail à distance de façon prolongée. Donc, il y a ceux qui n'ont jamais connu le travail à distance et il y a ceux
qui le faisaient de façon très ponctuelle, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Et là, à partir du moment où c'est devenu une obligation, où c'est devenu une contrainte, ça a été vécu très difficilement et dans une certaine détresse psychologique par beaucoup d'équipes, beaucoup de collaborateurs et beaucoup de personnes. Donc, en termes de kit de survie, il faut développer des comportements favorables à la résilience, que nous venons notamment de décrire maintenant. Il faut observer lucidement vos symptômes traumatiques. Donc, parfois aussi, il ne faut pas être dans le déni et de dire, bon, mais il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu de symptômes, il n'y a pas eu de traumatisme, tout va bien, parce que de toute façon, ça va exploser à la figure de ceux qui sont dans le déni tôt ou tard. Donc, autant observer lucidement les symptômes, s'observer, refaire cette introspection et s'écouter et comprendre ce qui nous arrive. On continue on continue sur l'entrepreneur qui développe des occasions de réparer les traumatismes par le travail. Alors, le vrai souci autour de la résilience de l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur, en temps normal, n'est pas à l'origine des traumatismes. Il est là en général pour réparer les traumatismes parce que l'accès à un travail, l'entrepreneur est créateur de travaux et de travail pour plusieurs personnes et de postes et de métiers. L'entrepreneur, d'habitude, il répare les traumatismes par le travail. Et là, avec tout ce qui se passe actuellement, et notamment ce qui s'est passé pendant la crise du Covid-19, le travail est lui-même devenu source de traumatisme. Donc, il y a eu quand même quelque chose qui a bloqué, où les personnes n'avaient plus cette porte de sortie qui était le travail. Donc, ils vivaient une double peine et il fallait absolument développer cette résilience. Donc, le travail est une opportunité de développement de la résilience. Et le conseil qu'on donne aux managers, aux collaborateurs, à tout le monde, à tous les entrepreneurs, nous leur disons, soyez ce manager, ce collaborateur, cet entrepreneur, déclencheur de résilience par votre communication positive. Et dans communication positive, j'entends bien de l'écoute active et de la parole positive, par votre bienveillance, par le partage de votre vision. Si vous êtes en train de gérer des équipes, que ce soit en transversal ou sous une autre forme, vous devez apprendre à communiquer sur votre vision et surtout par le développement de la sécurité psychologique de vos équipes. Vos équipes, si elles se sentent en sécurité psychologique avec vous, elles vous diront tout, elles vous seront loyales, qu'elles soient loin ou proches de vous, sur site ou en télétravail. Donc, on revient très vite sur notre kit de survie qu'on complète. Et j'ai bientôt terminé. Lorsqu'il y a lieu d'écoute et un dépôt de la parole traumatique, les symptômes traumatiques disparaissent plus vite. Ça, c'est une évidence. On nage dans l'évidence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans toutes les cellules de crise, les cellules de prévention des risques psychosociaux, on préconise souvent, on conseille souvent à tous nos clients, à tous les entrepreneurs, à tous les managers, de mettre en place des cellules d'écoute et de dépôt de la parole traumatique. La parole traumatique, son dépôt peut être sous forme d'art, peut-être sous forme d'écriture, sous forme d'art visuel ou d'art d'écriture ou qu'importe. Ce qui est certain, c'est qu'une fois il y a un dépôt de plainte, un dépôt de ce traumatisme, une liberté d'expression à ce niveau-là, les symptômes traumatiques disparaissent beaucoup plus vite. Les émotions et les pensées sont canalisées et les sentiments sont gérés. Parce que les sentiments sont les émotions multipliées par ce fameux temps que vous aurez accordé à l'existence de ces émotions. Et c'est ce qui donne les sentiments. Donc, si vous êtes dans un sentiment qui ne vous permet pas la résilience, c'est que vous avez trop accordé de temps et trop accordé d'importance à ces émotions envahissantes et négatives. Donc, dans le fameux kit de survie, il y a les fameux comportements à éviter. Donc, les fameux comportements à éviter, c'est l'isolement et le silence.
plus vous partagez avec les personnes constructives ce qui vous arrive, plus vous déposez cette parole traumatique, plus vous gérez cet isolement et vous le rompez, cet isolement, plus vous serez soutenu et votre résilience pourra se reposer sur un cocon social ou un groupe de pairs qui est bienveillant. D'où l'importance d'avoir développé ça en amont avant. Donc, la résilience est dynamique, est évolutive. On est en train de conclure à peu près. La résilience est dynamique, est évolutive, donc c'est un processus qui ne s'arrête jamais. J'aime beaucoup la comparaison avec le fameux muscle, un muscle qui est délaissé et atrophié. Et c'est la même chose pour la résilience. Un muscle qui se travaille, qui se sculpte, qu'on gère, qu'on travaille correctement, il devient plus puissant, il faut le renforcer et il nous aide au moment venu. Et il faudrait éviter d'être pris de court par les traumatismes pour devoir développer cette résilience. Il est préférable de se projeter, de développer cette résilience en amont pour notamment avancer sur ces circuits neuronaux et sur cette création de circuits neuronaux pour pouvoir les utiliser au moment venu. Donc, merci pour votre attention. Merci à tous les organisateurs pour ce genre d'événement. J'ai gardé un excellent souvenir de l'année dernière. C'est vrai que c'était différent. Cette année, c'est en live. Donc, on a l'opportunité d'enregistrer les interventions. Elles seront accessibles à tous ceux qui n'ont pas pu consacrer du temps aujourd'hui, peut-être pour nous suivre, mais ils pourront nous suivre ultérieurement. Et je remercie beaucoup toutes les petites mains agiles et bienveillantes qui ont fait de sorte que ce soit possible. Je les remercie tous et toutes. Voilà, à vos questions. Je suis prête à répondre s'il y a quelques questions, ou je pourrais même répondre plus tard si vous le souhaitez.